Mes lapins, aujourd'hui on découvre ensemble l'exposition Figures de fous du Moyen-Âge au romantique proposée cet automne au musée du Louvre. Précisons que le but de l'exposition n'est absolument pas de retracer une histoire de la folie comme maladie mentale, mais plutôt de découvrir les différents aspects de cette figure dérangeante et de voir l'évolution de celle-ci qui passa de marginale au XIIIe siècle à omniprésente au XVIe. Notez aussi que l'augmentation de cette figure de fou se fait en pleine époque de fortes mutations où les chamboulements sont nombreux, avec l'émergence de l'humanisme, du questionnement de la place de l'homme dans le monde, mais aussi d'inventions comme l'imprimerie qui révolutionna la société, accompagnée d'un début d'éclosion de la science moderne, mais aussi le tout avec une petite crise religieuse. Alors ce fou, simple bouffon, sujet de moquerie, objet de divertissement ou figure politique permettant de par sa nature d'inverser les valeurs et de questionner l'ordre établi. Voyons ensemble cette évolution de personnification de l'insensé rejetant Dieu issu de la pensée religieuse à figure essentielle de la vie sociale urbaine et profane. C'est dans les marges illustrées des manuscrits religieux que l'on retrouve parmi les marginalia, ces petits dessins tracés donc dans les marges, les premières figures de fous. J'ai fait toute une vidéo sur les marginalia, je vous la mets en lien dans la bio donc je ne vais pas ressasser dessus. Notez que la figure de fou ici est celle de l'incarnation de ceux qui refusent Dieu. De ce fait, on le trouve très fréquemment dans l'Ancien Testament, parmi les enluminures qui ornent les psautiers, en particulier dans l'initiale D du psaume 52, qui commence par la phrase « Dixit incipiens in corde suo non est Deus ». L'insensé a dit en son cœur « Il n'y a pas de Dieu », qui est la définition du fou dans la religion. S'ajoute à cette figure de fou celle de la parabole des vierges sages et des vierges folles, amenant l'idée que l'insouciance et la paresse conduisent à l'oubli de Dieu, ce qui est bien évidemment folie et que l'on retrouve dans le Premier Testament. La sculpture gothique en Allemagne est d'ailleurs très friande des interprétations monumentales de ce thème, parce que oui, au fil du temps, ces petites figures cantonnées aux marges et aux lettrines sortiront de cet espace restreint des manuscrits pour envahir le monde urbain médiéval sur des plafonds peints, du mobilier, des vitraux ou encore des sculptures. Une autre figure importante est pour le coup totalement à l'opposé, celle du fou de Dieu. Notamment avec la figure de saint François d'Assise, qui bien que né dans la riche bourgeoisie italienne, abandonna tout pour prêcher aux oiseaux, s'habiller et vivre comme un mendiant, et qui finira, paraît-il, par recevoir les stigmates de la souffrance du Christ. Et c'est donc une autre définition du fou dans la religion, que l'on retrouve dans les écrits de saint Paul, où il est dit que ce qui est folie aux yeux des hommes est sagesse aux yeux de Dieu. Une folie en quelque sorte positive donc au regard de la religion. Mais la représentation du fou ne se cantonne pas qu'à la religion. Passons maintenant à la thématique du fou et de l'amour. Ceux qui en ont déjà fait l'expérience le savent, la passion amoureuse peut tout à fait se muer en une sorte de folie et de perdition. Le Moyen-Âge, dès le XIIIe siècle, est friand de ce sujet, et sa littérature courtoise, c'est-à-dire son genre littéraire qui donne naissance à la célébration de l'art d'aimer, nous a légué quelques-uns des plus beaux exemples romanesques du fou d'amour. Par exemple, Folie réelle avec Lancelot des romans de la Table Ronde, dont la folie est causée par sa passion amoureuse pour la reine, qui ne lui est pas destinée, et qui va de ce fait l'empêcher de mener à bien son destin, ou alors, contre-exemple, Folie feinte, avec le mythe littéraire de Tristan et Iseut, qui met en scène un Tristan grimé en fou, errant pour feinter et revoir Iseut retenu par le roi Marc à Tintagel. Nombreux sont les objets d'époque illustrant les épisodes clés de ces amours fous, mais notables. Mais qui dit passion amoureuse dit aussi passion physique. À partir du XVe siècle, le fou se met à envahir dans les œuvres visuelles, notamment les gravures, le jardin, qui est le lieu par excellence de la rencontre des amants. Par sa figure grimaçante, grinçante et ses gestes obscènes, il devient le symbole de la luxure et réduit ainsi l'amour à ce simple aspect charnel. Les gravures ainsi envahies serviront de modèle pour l'édition de nouvelles œuvres, orfèvrerie, vitraux ou objets de la vie quotidienne. Notez que deux thèmes de prédilection sont particulièrement présents. D'un côté, la luxure des vieux barbons qui se laissent enjôler par de jeunes femmes qui en veulent à leur porte-monnaie, et de l'autre, celle des jeunes hommes qui se laissent aller à la débauche, notamment dans les étuves ou maisons publiques. Amour du cœur, oui, amour du bas-ventre, non, tel est le message, saupoudré également, d'une forme de mise en garde sur le pouvoir que les femmes risquent de prendre sur vous si vous vous laissez sottement charmer. Bien sûr,
Si on pense luxure, on pense aussi vanité de l'amour charnel voué à la mort. Rien d'étonnant donc à ce que le fou se glisse entre les figures d'Eros, l'amour, et Thanatos, la mort, dénonçant le manque de longévité de l'amour charnel qui est voué à passer à trépas. Voici donc que pointe un thème que j'aime particulièrement en histoire de l'art, celui des vanités, qui réduit l'être humain à l'état de squelette, dénonciation donc de la fugacité de la vie humaine terrestre. Et cette figure de fou, en fait, eh bien, elle participe à tout cela. Et par truchement, on arrive justement au thème des danses macabres, donc ces peintures très fréquentes à la fin du Moyen-Âge, dans les cimetières ou les églises. Et ici, en fait, on voit bien que, la figure principale, donc c'est la mort qui mène la danse, mais à côté, eh bien, vous allez avoir la figure du fou, qui est souvent reprise parmi les autres figures classiques de ce thème, dont le pape, l'empereur, le cardinal, le roi, ou encore le simple colporteur. Eh bien, cette figure de fou est très très souvent très présente, justement, dans cette représentation de l'amour. Pardon, pas de l'amour, mais de la fugacité de la vie, et donc par truchement, de la fugacité en fait de la passion charnelle. Excusez-moi, je me suis un petit peu embrouillée. On passe maintenant à la relation entre le fou et le pouvoir. Je ne sais pas si vous le savez, mais dans la Bible, le roi Salomon fait figure de sage. Or, au Moyen-Âge, il fut imaginé et colporté le fait que ce roi aurait eu au sein de sa cour un fou du nom de Marcof, dont les réparties truculentes étaient célèbres. Aussi, les rois et les princes eurent à leur tour, au Moyen-Âge, dans leur cour, des fous et des folles destinés à les divertir. Le rôle du fou ici est purement exutoire. Il peut manier l'impertinence, dire ce que personne n'ose dire, malmener les égos et les figures institutionnelles. À la cour, il dispose d'une presque totale liberté de parole, et le fou de cour devient ainsi une espèce d'antithèse de la sagesse royale, la pseudo-sagesse royale, qui est pour le coup totalement acceptée. Donc, notez que selon l'époque, il existe quand même à peu près 2 grands types de fous à répertorier. Vous avez le fou naturel, c'est-à-dire le simple d'esprit, l'infirme, la personne qui est née comme ça. Et puis, vous avez le fou artificiel, qui est en fait le bouffon, qui est plein d'esprit. Et donc, évidemment, dans les fous de cour, vous êtes plus en présence d'un bouffon plein d'esprit, en fait, donc d'un fou artificiel que d'un fou naturel. Ce fou donc, devenu un élément clé de la vie à la cour, notamment dans les aspects de divertissement, va trouver ainsi sa place comme un personnage de ces jeux. Et c'est pour ça en fait qu'on le retrouve beaucoup parmi les figures de jeux d'échecs, de jeux de cartes, notamment dans le tarot, dans une figure en fait qui quelque part est l'ancêtre du Joker de nos cartes de jeu actuelles. Du Joker, parasité par Batman, n'importe quoi. Une question se pose. Quid lorsque c'est le fou qui dirige la cour ? Parce que oui, parfois les rois ont eux aussi été atteints de véritables maladies mentales, ça reste des êtres humains comme les autres. On nommera par exemple Charles VI qui régna de 1380 à 1422, dont les absences, entre guillemets, étaient en réalité de véritables crises de folie et qui eurent de fâcheuses répercussions, entraînant le royaume notamment dans les sombres heures de la guerre de 100 ans. Mais on ne va pas être en reste avec les femmes, et on va parler on va évoquer Jeanne de Castille, qui, suite au décès de son époux Philippe le Beau en 1506, aurait été prise de folie et fut enfermée jusqu'à la fin de ses jours par son propre père, Ferdinand II d'Aragon, et par son fils Charles Quint, d'où le petit surnom très charmant de Jeanne la Folle. Mais le fou ne trouve pas uniquement sa place au sein du milieu clos de la cour. Son rôle subversif, incarnant des rites de renversement ou de remise en cause de l'ordre établi, se répand également à la ville. À la fin du Moyen-Âge, le fou est omniprésent dans les fêtes urbaines où son costume bariolé codifié permet de le repérer parfaitement. Notez certains attributs assez farfelus, comme par exemple la marotte, qui est en fait une parodie de sceptre royal, souvent aussi des capuchons à oreilles d'âne ou à crête de coq qui le rendent absolument immanquable. Le fou doit être identifiable lors de ses représentations. En art, la figure de ce fou envahit l'espace urbain et on le retrouve présent sur des fontaines, des encadrements de fenêtres, de très nombreux objets, précieux ou non, ou encore dans des peintures où il regarde le spectateur d'un air inimitable et moqueur.
Et ainsi, la célèbre question en histoire de l'art ici se pose totalement, c'est-à-dire cette question qu'il y a entre le jeu du regard entre l'œuvre et le regard du spectateur. Et bien là, on a vraiment des exemples très parlants, puisque ça crée un espèce d'effet miroir entre ce fou qui regarde directement le spectateur, et ça crée une espèce de question qui est, en fait, finalement, ici, qui est vraiment fou? Est-ce que c'est le fou qui joue un rôle de fou, ou est-ce que c'est le regardeur qui regarde le fou? Donc on est comme ça dans une espèce d'immersion sur cette très intéressante question en histoire de l'art, du jeu entre le questionnement que provoque une œuvre et le regard du spectateur. Sinon, en matière d'exutoire populaire, puisque c'est à ça que sert la figure du fou, en tout cas, même pas, je dirais qu'il y a toujours eu des exutoires populaires, du pain et des jeux, ce classique depuis 1 million d'années, eh bien le Moyen-Âge n'est pas en reste. Et donc le Moyen-Âge fourmille d'événements spécifiques et organisés où il est permis de renverser l'ordre du monde en se livrant à des fêtes débridées, où ici la folie est autorisée, mais évidemment cadrée. On va noter notamment, on va nommer, en exemple religieux, la fête des fous dans les églises, qui est organisée entre Noël et l'Épiphanie, où les jeunes clercs prennent alors la place du haut clergé en parodiant les offices religieux. Le monde laïque, évidemment, n'est absolument pas en reste. La société civile a aussi ses représentations et toutes ces exutoires populaires festifs. Et on va citer par exemple le carnaval, qui remplit tout à fait le même office. On se déguise, on se grime, on se rend plus ou moins incognito si on le veut, et on boit, on festoie, et on se laisse aller probablement à diverses petites folies, le tout avant l'austérité de la période de carême. À partir de 1500, la figure du fou, elle est vraiment extrêmement présente, et cette présence constante, en fait, tant dans la société européenne que dans sa culture, eh bien, elle n'est pas étrangère à 2 ouvrages littéraires précis. J'ai nommé d'un côté La Nef des fous de Sébastien Brant, et de l'autre L'éloge de la folie d'Erasme. Alors du coup, pour le moment, on a vu la figure en fait du fou à partir du XIIIe siècle jusqu'à cette césure en fait où la Renaissance apparaît et où du coup ça chamboule le monde, et donc cette figure en fait ne fait que être de plus en plus présente de par ses chamboulements. Et on arrive justement en 1500 où vous avez l'imprimerie qui a permis en fait de développer la diffusion de livres et de gravures, et donc de développer par truchement la diffusion de la figure du fou. Donc du coup ces deux ouvrages, qui sont La Nef du fou et puis de l'autre côté L'éloge de la folie, ont un ton complètement différent l'un de l'autre, mais ont la même portée humaniste, et sont porteurs tous deux d'une certaine forme de pensée qui naît à une époque qui verra clore en fait ce que l'on appelle la réforme protestante, qui a un véritable schisme et une crise religieuse grave, qui a énormément impacté la société de cette époque, et donc qui a éclos dans une espèce de volonté de revenir aux sources et à la forme première d'un christianisme plus pur, et tout ça va créer énormément de conflits par la suite, puisque vous n'êtes pas sans doute sans connaître toutes les graves crises après politiques et les massacres liés à cette relation conflictuelle entre catholiques et protestants. Alors, La Nef des fous, elle est publiée en 1494, et ce récit en vers, en fait, recense divers types de folies, et en fait, c'est pour nous brosser le tableau de la condition humaine, en tout cas un tableau de la condition humaine, sur un ton qui est satirique et moralisateur, et il mélange ironie, sermon, rigorisme et humour. Et en général, souvent, quand on parle de La Nef des fous, on pense souvent, si on aime bien un petit peu l'histoire de l'art, on pense souvent au fameux tableau de Hieronymus Bosch, plutôt qu'au livre, en fait, que finalement, maintenant, je pense qu'il y a assez peu de personnes qui lisent ce livre maintenant, mais beaucoup plus connaissent en tout cas cette interprétation visuelle du tableau de Hieronymus Bosch. Alors évidemment, le message général de ce triptyque qui a été démembré, c'est-à-dire qui a été séparé, il nous parle de la folie. Il nous dépeint également d'autres sujets qui sont le vice et l'incertitude du destin humain, et c'est à peu près les thèmes principaux de cette œuvre. Vous avez également d'autres peintures, puisqu'on parle art visuel, comme celle par exemple de Peter Bruegel, qui continue d'utiliser la figure du fou, mais comme figure secondaire et traditionnelle,
comme on l'a vu plus tôt dans les précédentes parties, et qu'il l'utilise en fait en soulignant en réalité, la figure de fou en fait, elle est présente pour souligner, en fait, pour être témoin de la folie des hommes en fait. Donc on est à nouveau dans cette représentation beaucoup plus, classique de la figure du fou par rapport au siècle précédent. Donc on va passer au deuxième ouvrage, qui est l'éloge de la folie, qui lui par contre sort en 1511, donc un petit peu après, et en fait vraiment c'est une critique qui annonce totalement les thèses de la réforme protestante en fait. Voilà, et notez que dans les arts visuels, du coup, on retrouve à nouveau très présent la figure du fou, qui sert alors à dénoncer l'autre étant le catholique si vous êtes protestant et le protestant si vous êtes catholique. Les deux parties se livrent donc à une espèce de propagande, ici sous forme de guerre d'images, en utilisant régulièrement cette figure du fou. Passé le XVIe siècle, l'omniprésence de la figure du fou en art a tendance à décliner. Le fait que la tradition des fous de cour disparaisse n'y est certainement pas étranger. Pour autant, la figure ne disparaît pas, ressurgissant dans de nouveaux exemples importants, comme par exemple au sein de la Commedia dell'arte, avec le personnage de Polichinelle, ou encore le fameux Don Quichotte inventé par Cervantes. Oui, le fou a toujours des choses à nous dire. Des réapparitions se feront au gré de l'évolution de la société humaine, jamais sans lien avec les périodes de crise. La figure du fou revient à la mode, notamment grâce aux rééditions de l'éloge de la folie, dont les illustrations sont mises au goût du jour à la fin du XVIIIe siècle et jusqu'au milieu du XIXe, les troubles politiques de l'époque n'y étant absolument pas pour rien. À la suite de la Révolution française, une amorce de questionnement concernant la santé mentale et la psychiatrie voit le jour, notamment avec la question de l'enfermement du fou hors de la société, mais aussi du divertissement qu'il fournit, puisqu'il arrive qu'on le livre en spectacle. Je ne sais pas si vous connaissez le film Le Bal des Folles et le livre, ça vous dit peut-être quelque chose, et ça vous parle justement de cette exhibition des folles, qui était donc un sujet de divertissement pour personnes fortunées. Goya, de son côté, nous livre d'ailleurs une critique de cette forme de violence transformée en spectacle dans sa toile intitulée « L'enclos des fous de Saragosse ». D'un autre côté, les premières vagues du romantisme, un mouvement qui se caractérise par la dominance de la sensibilité, de l'émotion et de l'imagination sur la raison et la morale, font ressurgir cette figure du fou dont les artistes s'emparent dans une exploration du bizarre et de l'effroi, et dans une évocation d'une forme de sommeil de la raison. La figure du fou étant parfaite pour faire sensation et surtout la créer. Les artistes se servent souvent des grands auteurs du passé, comme Shakespeare, pour insuffler un vent de folie à leur peinture. Allez voir ma vidéo sur Fuseli pour vous en rendre compte, c'est un sujet qu'on a abordé avec ce peintre. La littérature, de son côté, n'est absolument pas en reste, puisqu'elle fait revivre la figure du fou avec Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, dans lequel, on le rappelle, Quasimodo est élu pape des fous par la foule. Avec un tel historique, mais aussi grâce à l'étude croissante consacrée aux maladies mentales, rien d'étonnant donc à ce que l'art par la suite finisse par confondre figure du fou et visage de l'artiste, cet être sensible aux prises avec ses angoisses, voire avec sa propre folie créatrice. Je pense qu'il y a un certain nombre d'œuvres ensuite et d'artistes qui utilisent cette figure du fou comme étant non plus une figure du fou, mais une figure de eux-mêmes et qui nous font nous interroger un petit peu comme ça sur la condition humaine. Je pense que dans des autoportraits de Van Gogh qui nous parlent d'une forme de désespoir, est-ce qu'on doit qualifier ça de folie, je ne sais pas, mais vous avez justement tout ce côté artiste égale fou qui se développe donc à partir du 19e siècle et qui va s'accentuer au début du 20e et perdurer un petit peu dans le temps. Alors mes lapins, merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Je sais que les derniers épisodes d'exposition que j'ai faits ont été plutôt bien reçus, donc j'avais parlé de Whistler, et puis avant ça j'avais également parlé d'une exposition déjà au Louvre, avec cette magnifique restauration de Van Eyck. Je réponds toujours aux commentaires, si vous avez envie de m'écrire n'hésitez pas, je papote sur mes réseaux, sur Instagram je vous propose d'autres contenus culturels si vous avez Instagram. Merci 1000 fois à ceux qui like et aussi énormément à ceux qui partagent, parce que c'est quand vous partagez en fait que j'arrive à agrandir un petit peu ma communauté, à avoir de nouveaux échanges intéressants avec d'autres personnes et que ça me motive aussi évidemment pour continuer sur ma chaîne. Je vous remercie encore donc, et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.